Salut à toi! Je suis tellement heureuse de te voir. Passons un merveilleux moment ensemble. Retrouve toute la collection de livres d'analyse sur l'âme-de-l'œuvre.fr. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un véritable pilier de la littérature française, le livre 8 des Fables de Jean de La Fontaine. Bonjour. Oui, un monument, mais qui peut sembler un peu lointain. On est au XVIIe siècle, après tout. Exactement. Et notre mission, si on peut dire, c'est de voir à quel point ces récits nous parlent encore. On va essayer de vraiment extraire la sagesse de ces textes. Pas en les lisant un par un, c'est ça l'idée? Non, justement, on va plutôt les regrouper autour de grands thèmes qui, je crois, sont universels. Notre rapport au destin, nos propres démons, et puis la jungle des relations sociales, quoi. C'est une excellente approche. Parce que le piège avec La Fontaine, c'est de s'arrêter aux animaux qui parlent. Bien sûr. Or, ce qui est fascinant, c'est que derrière chaque loup, chaque rat, il y a une critique incroyablement fine et souvent féroce de la société. La vraie question, c'est pas est-ce qu'un animal pense, mais plutôt comment ces animaux nous forcent, nous, à penser. J'adore cette idée. Ça transforme chaque fable en une sorte de petit casse-tête philosophique. Et le premier qu'il nous pose, c'est peut-être le plus grand de tous. Notre impuissance face à l'inévitable. Face à la mort et au destin, absolument. Et il y a une fable qui aborde ça de front, avec une brutalité plus que moderne, je trouve. La mort et le mourant. C'est ça. Ah oui, celle-là est incroyable. Ce qui me frappe à chaque fois, c'est l'audace de ce vieillard. Il a plus de 100 ans, la mort se présente et il trouve le moyen de se plaindre. Il lui dit qu'elle arrive à l'improviste. C'est fou. Il a encore un neveu à marier, une maison à finir. On a envie de lui dire sérieusement. C'est exactement ça, l'aveuglement. Et la réponse de la moire, elle est d'une logique implacable. Glacial. Elle ne dit pas juste « t'aurais dû savoir ». Non, c'est pire que ça. Oui, Elle lui dit « tu as activement choisi d'ignorer ». Elle énumère tous les signes. Ta vigueur et tes sens, tout s'en va. La perte de la vue, de l'ouïe, les amis qui meurent. Chaque jour était un avertissement. Elle le met face à sa mauvaise foi. et c'est ce qui rend la morale finale si percutante. La Fontaine ne nous dit pas simplement d'accepter la mort. Il conclut « le plus semblable aux morts meurt le plus à regret ». C'est une idée terrible. Oui, plus on vit comme un fantôme sans être vraiment là, plus on s'accroche à la fin. La sagesse, du coup, c'est pas d'éviter la mort, c'est d'avoir vécu assez pleinement pour ne pas la supplier. Et cette idée que nos efforts pour échapper à notre sort sont non seulement vains, mais qu'ils peuvent même précipiter notre chute, on la retrouve poussée à son paroxysme dans une autre fable. L'horoscope. Exactement. Ah, la double illustration de l'ironie tragique. La première histoire, c'est ce père qui, pour protéger son fils d'une prophétie. Un lion le tuera avant ses 20 ans. Voilà. Du coup, il l'enferme dans un palais, il le coupe du monde pour le sauver. Une prison dorée. Sauf que le fils, frustré, finit par passer sa rage sur Une simple tapisserie qui représente un lion. il la frappe et, manque de chance absolue, un clou est caché derrière. Il se blesse et il en meurt. Le lion qui le tue, ce n'est qu'une image. C'est déjà terrible, mais La Fontaine en rajoute une couche avec l'anecdote sur le poète Échille. Alors, lui, la prophétie, c'est la chute d'une maison sur sa tête. Sa solution, vivre en plein champ. Logique. Sauf qu'un aigle, qui cherche un rocher pour briser la carapace d'une tortue, prend son crâne chauve pour une pierre et il lâche la tortue dessus. C'est presque comique, si ce n'était pas si tragique. Et le résultat est le même. Et cette conclusion, cette phrase qui est devenue un proverbe et qui résume tout avec une force incroyable. On rencontre sa destinée. Souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter. C'est une leçon d'humilité assez vertigineuse, non? Complètement. On a beau s'agiter, construire des murs, fuir dans les champs, il y a des forces qui nous dépassent. Tenter de les contrôler, c'est peut-être justement leur donner le pouvoir de nous détruire. C'est fascinant de voir comment il dépeint ses forces extérieures. Mais ce qui est peut-être encore plus puissant, c'est quand il se tourne vers l'intérieur pour disséquer ce qui nous ronge, nous. Nos propres passions. L'avarice, la vanité. Et surtout, cette quête de la richesse qui, selon lui, est un poison. Le savetier et le financier, c'est la démonstration parfaite. Ah oui, c'est une de mes préférées. On a ce tableau de bonheur pur. Un savetier pauvre comme Job, mais qui chante du matin au soir. Sa joie est sa seule richesse, et elle est immense. Et juste à côté, on a le financier, tout cousu d'or mais insomniaque, rongé par l'angoisse et, ironiquement, réveillé par les chants de l'homme heureux. Le contraste est parfait. Et le financier a cette idée terrible. Il va acheter le silence.
et donc le bonheur de l'autre. Il lui donne 100 écus, une fortune, et c'est là que tout bascule. L'argent entre dans la maison. Et la joie s'en va. C'est instantané. Le savetier enterre son argent et avec lui son sommeil et ses chansons. Il a pour hôte les soucis, les soupçons. Il devient son propre geôlier. La situation est si insupportable qu'il finit par craquer, et il va rendre l'argent. C'est ça qui est génial. Il ne le dépense pas, il ne le perd pas, il le rend. En disant cette phrase magnifique, « Rendez-moi mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus », il choisit le bonheur immatériel contre l'angoisse matérielle. C'est une critique radicale. On retrouve cette critique de l'accumulation dans Le Loup et le Chasseur, mais de manière beaucoup plus violente, je trouve. Ah oui, c'est une hécatombe en 2 actes, celle-là. D'abord le chasseur, l'incarnation de la cupidité. Il a déjà tué un daim et un faon, c'est un butin énorme. Mais ce n'est pas assez. Il tue un sanglier. Et alors qu'il a de quoi nourrir tout un village, il voit une perdrix et il veut encore plus. C'est l'acte de trop. Le sanglier, dans un dernier souffle, l'éventre. Fin du premier acte. La cupidité l'a tué. Mais ce n'est pas fini. Non, car c'est là qu'arrive le deuxième personnage, le loup. Il découvre un festin incroyable, 4 cadavres, de quoi manger pendant des semaines. Mais au lieu de commencer, il incarne l'autre vice, l'avarice. Il se dit « gardons le meilleur pour la fin ». Commençons par un petit rien. Et son petit rien, c'est la corde de l'arc du chasseur. Il ne pense pas que la corde est sous tension, évidemment. Il la ronge. Et la flèche lui transperce le corps. Il meurt sur son trésor de nourriture sans en avoir pris une seule bouchée. La fontaine est sans pitié. La morale est limpide. La convoitise perdit l'un, l'autre périt par l'avarice. L'un meurt de trop vouloir, l'autre de ne pas oser prendre. Dans les 2 cas, c'est une incapacité à jouir du présent. Et pour boucler cette galerie des vices, il y a la vanité, ce mal François comme il l'appelle. Le rat et l'éléphant, c'est une petite merveille de méchanceté. Ah oui, ce tout petit rat qui toise un éléphant gigantesque et qui, plein d'arrogance, lui explique que la taille, ça n'a aucune importance, qu'il se sent tout aussi important. C'est l'arrogance absolue. Mais la chute est d'une rapidité, comique et cruelle. Un chat qui voyageait tranquillement sur le dos de l'éléphant descend, attrape le rat et voilà. Fin de la discussion. Le chat lui a montré qu'un rat n'est pas un éléphant. C'est une façon brillante de ridiculiser ceux qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Alors, on a vu les forces qui nous dépassent, comme le destin, et celles qui nous rongent de l'intérieur. Il nous reste le dernier champ de bataille, les autres, le théâtre social. Oui, et La Fontaine est un maître pour peindre ce théâtre, notamment celui de la cour du roi, qu'il connaissait bien. Les obsèques de la lionne, c'est un véritable manuel de survie en milieu hostile et hypocrite. carrément. Le décor est planté d'emblée. La reine est morte. Le roi lion décrète un deuil national. Et toute la cour se met à jouer la comédie du chagrin. La Fontaine a cette définition extraordinaire de la cour. Un pays où les gens, tristes, gais, prêts à tout indifférent, sont ce qu'il plaît au prince. Tout est dit. Mais au milieu de cette marée de larmes de crocodile, il y a un personnage qui refuse de jouer le jeu. Le cerf. Il ne pleure pas. Et pour cause. La lionne avait tué sa femme et son fils. Pour lui, c'est un jour ferrette. Évidemment, il est immédiatement dénoncé. Et là, sa vie ne tient plus qu'à un fil. Le roi est furieux. Et c'est là que le cerf montre une intelligence sociale redoutable. Il ne se justifie pas. Il change le cadre. Une ruse de génie. Il prétend avoir eu une vision de la reine au paradis, qui lui aurait dit « Ne pleure surtout pas, je suis heureuse ». C'est brillant. Il transforme un crime de lèse-majesté en une preuve de connexion divine. Et ça marche. Le roi, flatté par cette apothéose de sa femme, non seulement pardonne au cerf, mais le couvre de cadeaux. La leçon est d'un cynisme total, mais terriblement lucide. Amusez les rois par des songes. Flattez-les, payez-les d'agréables mensonges. C'est le triomphe de l'apparence. Mais ce qui est beau, c'est qu'en face de ce monde de calcul, La Fontaine nous propose un idéal, un antidote. L'amitié véritable ? C'est la fable Les 2 amis. Une fable d'une simplicité et d'une pureté incroyable. Un homme se réveille en pleine nuit, il a fait un mauvais rêve sur son ami. Il ne réfléchit pas une seconde, il court chez lui. Et la réaction de l'ami qu'il réveille est bouleversante. Il ne demande pas « qu'est-ce que tu fais là ?». Son premier réflexe, c'est d'offrir une aide totale, inconditionnelle. Il anticipe tous les malheurs possibles. As-tu perdu ton argent au jeu ? En voici. As-tu une querelle ? J'ai mon épée. Te sens-tu seul ? J'ai une compagnie pour toi.
Il offre son argent, sa force, son réconfort, sans même connaître le problème. C'est magnifique. Et la réponse de l'autre est tout aussi touchante. Il lui dit « Non, ce n'est rien de tout ça. Vous m'êtes s'endormant, un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai, je suis vite accouru. La seule raison de sa venue, c'est l'inquiétude. » La Fontaine conclut en nous demandant « Qui d'eux aimait le mieux ?» Mais la question est presque rhétorique. Oui, ce qu'il célèbre, c'est cette connexion intuitive, cette prévenance. Il nous dit qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. C'est l'antithèse absolue de la cour. D'un côté, le mensonge pour survivre, de l'autre, la sincérité pour vivre pleinement. Exactement. Quand on met tout ça bout à bout, on voit bien que ces fables, ce sont de véritables outils pour penser le monde et se penser soi-même. Elles dissèquent nos peurs, nos faiblesses, nos relations. Tout à fait. La grande force de La Fontaine, c'est de nous tendre un miroir. Chaque fable nous renvoie à nous-mêmes. On ne peut pas lire ces histoires sans se demander « Suis-je le savetier qui chante ou le financier qui compte ?» Le cerf qui ment pour survivre ou l'ami qui se lève la nuit. Mais j'aimerais qu'on laisse une dernière image, une question en suspens, tirée d'une autre fable de ce livre, l'éducation. Ah oui, César et Laridon. C'est ça, l'histoire de deux chiens frères, de même lignée, mais leurs chemins divergent. César est élevé pour la chasse, on cultive ses dons et il devient un héros. Laridon, lui, grandit dans une cuisine et devient un simple tourne-broche. Et La Fontaine conclut avec cette interrogation puissante. Faute de cultiver la nature et ses dons, ô combien de Césars deviendront Laridon? C'est une question fondamentale qui résonne encore plus aujourd'hui. Oui. Quelle est, dans nos vies, la part de notre nature, de nos dons innés, et la part de notre éducation, de notre environnement, des circonstances qui nous façonnent? Sommes-nous nés César ou Laridon, ou le devenons-nous? Et la question qui nous laisse, c'est peut-être que faisons-nous activement pour cultiver le César en nous? Abonnez-vous, mettez un j'aime, commentez et partagez cette vidéo. Allez, ne sois pas timide, fais-le pour moi.